Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour l'île de Vor. On se retrouve pour notre menu crowdfunding hebdomadaire du dimanche, l'émission dans laquelle je vous présente tous les nouveaux projets, enfin pas tous, mais la grande majorité des nouveaux projets de jeux de société actuellement en cours de financement participatif sur Kickstarter, Ulule, GameFound et compagnie. Cette semaine, on entame véritablement, c'était déjà un petit peu le cas la semaine dernière, mais on entame encore plus le côté, comment dire, habituel de chaque année, annuel, la décroissance des projets, du nombre de projets plutôt. D'ici la fin de l'année, on va progressivement avoir de moins en moins de projets. On a souvent deux pics dans l'année, disons septembre-octobre, là c'est le gros pic. On en a aussi un au printemps environ. Et puis là, on va commencer à voir le menu diminuer en quantité assez drastiquement dans les semaines à venir, parfois pour faire moins d'une heure, voire 40 minutes, fin décembre certainement. Vous aurez peut-être aussi noté, si vous êtes observateur, avant même que je ne le dise, la présence d'un nouveau prototype, mais heureusement, la qualité tout à fait dégueulasse de ma caméra, de ma web caméra, ne vous permettra peut-être pas de savoir duquel il s'agit, vous le voyez peut-être ici. Donc après Unconscious Mind récemment, nouveau proto qui se trouve ici, mais également ici, avec une petite extension. On en parlera du coup certainement plutôt en janvier ou même février, à voir. Quoi qu'il en soit, on va faire notre petit point hebdomadaire sur la chaîne, comme à l'accoutumée, vous le voyez, on a actuellement 1520 et quelques en gros, puisque en fait on est plutôt à 1528-29 si j'ai regardé tout à l'heure si je me souviens bien. Donc on continue à progresser sur un très bon rythme ces dernières semaines, donc merci beaucoup encore à Unconscious Mind qui nous a apporté beaucoup de nouvelles têtes, bien évidemment de nouveaux abonnés, et encore une fois, si vous êtes parmi ces derniers, on vous remercie de nous avoir rejoints, et on vous salue bien évidemment, et on salue évidemment tous ceux qui sont abonnés depuis plus longtemps aussi, c'est une évidence. D'ailleurs, le nouveau menu crowdfunding, le dernier, pardon, pas le nouveau, mais le dernier, a déjà fait que 1h10 au final, donc c'était déjà un menu très court, et vous allez voir que progressivement, on va descendre en dessous de l'heure jusqu'à la fin de l'année, puisque c'est la fin de l'année, on a très peu de projets, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a aussi notre nouveau patron d'addition, pour octobre 2022, qui est sorti très tard. Xavier a terminé le montage assez tardivement parce que chacun nos occupations, bien évidemment, c'est assez compliqué parfois de tenir un petit peu les échéances, et du coup on a tourné le premier jour d'octobre, mais on l'a posté finalement le 22 je crois, donc un petit peu tardivement. On fera en sorte de faire ça un petit peu mieux pour le mois de décembre, qui sera à propos du bilan ludique de novembre 2022, toujours avec un mois de décalage bien évidemment, et vous êtes de plus en plus nombreux à consulter le patron d'addition, visiblement c'est un format qui vous plaît bien, et tant mieux. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au sondage de la semaine. Je vous rappelle, comme chaque semaine, que vous pourrez trouver un lien dans la description de cette vidéo pour aller voter pour le ou les projets qui vous intéressent le plus pour la semaine à venir. Et du coup, vous voyez assez peu de projets cette semaine, mais j'ai rajouté quand même une petite option que je laisserai du coup chaque semaine désormais, à savoir cette dernière petite option ici, le rien pour moi cette semaine, mais vive les tulipes. Les abonnés les plus réguliers connaîtront un petit peu la petite référence, l'auto-référence. Oui, je m'auto-cite, c'est un petit peu narcissique, mais que voulez-vous, c'est comme ça. On avait assez peu de projets à mettre en avant, mais les deux vainqueurs de cette semaine sont Pest, le projet pour lequel j'ai moi-même voté également, et Elden Ring, là aussi c'était couru d'avance, qu'on allait retrouver dans les gros projets de la semaine, puisque c'est quand même l'adaptation d'un jeu vidéo hautement connu, reconnu et apprécié, même si c'est un die and retry comme on dit, donc on va beaucoup mourir, mais beaucoup recommencer et y prendre beaucoup de plaisir malgré tout. Pour ma part, j'ai pas joué au jeu encore, j'aimerais bien un jour, mais bon, c'est vrai que maintenant avec le bébé, la chaîne, les jeux de société, etc., finalement j'ai plus tellement le temps, plus le troisième boulot qui est venu s'ajouter aux deux précédents depuis mai, ça fait que j'ai pas tellement le temps pour jouer à des jeux vidéo ces derniers temps. Ensuite, pour les autres projets qui seront donc les mentions honorables de la semaine, on retrouvera notamment deux extensions pour Mystea et pour Ikayon. J'ai mis que Mystea pour le coup, mais en fait ça concerne aussi Ikayon. On a aussi Tiny Epic Crimes qui pour le coup n'a pas attiré grand monde, alors que quand même en général les Tiny Epic font toujours des très gros scores. On a aussi la troisième saison de Clash of Deck, le jeu de Léandre Proust, Cocorico, et pour le reste des jeux un petit peu plus confidentiels, un petit peu moins connus, un petit peu moins attendus, même si Cube Monster a pas l'air dégueulasse non plus. Du coup, on s'oriente tout de suite vers les mentions honorables de la semaine avant de passer donc sur les gros projets de la semaine qui seront donc au nombre de 2, Pest et Elden Ring. On commence tout de suite avec un petit détour du côté de chez GameFound, avec une campagne extrêmement courte pour les extensions solo de Mystea et de Ikayon. Vous le voyez, 7 jours avant la fin de la campagne déjà,
alors que la campagne vient de commencer. On est sur une campagne très courte pour le nouveau projet de Tabula Games. Nouveau projet, je sais pas si je peux vraiment dire que c'est un nouveau projet, puisque ce sont juste des extensions solo pour les deux jeux précédemment cités, donc Mystea et Ikaien, qui ont tous les deux d'ailleurs eu de très beaux succès sur Kickstarter lors de leur première sortie. Maintenant, ils ont fait le déménagement sur GameFound, comme beaucoup d'éditeurs ces derniers temps. Et pour l'instant, on est à 786 backers pour 30 000 € d'engrangés. Alors c'est pas extraordinaire compte tenu de la popularité des deux jeux en question, mais en même temps, c'est des extensions solo exclusivement, même pas coopératives apparemment, donc juste solo. Donc si on était sur des, je crois 3500 ou un truc comme ça pour Mystea et Ikaien sur Kickstarter, pour les joueurs dans leur globalité, ben, ceux qui sont intéressés par leur version solo exclusivement, parce que c'est le cas ici pour ces deux extensions, 786 en quelques jours de campagne, c'est pas si mal que ça, même si il faut prendre ça avec des pincettes, dans le sens où c'est pas 786 backers sur du solo exclusivement, c'est aussi 786 backers qui se sont potentiellement intéressés au bundle all-in, en fait, qui vous permet de mettre la main sur les jeux de base, bien évidemment, sinon ça sera un petit peu bête, en plus des solos. Donc c'est pas uniquement pour du solo, mais quand même. Et donc Mystea et Ikaien qui viennent donc s'enrichir de modes solo respectivement. Donc c'est toujours pour 1 à 5 joueurs pour les deux jeux, pour des parties de 75 minutes environ, pour 14 ans et plus. Après, pour ce qui est des genres de jeux que vous voyez ici, on voit du contrôle de territoire, on voit du coop, du compétitif, mais également de la gestion de ressources, etc. Bon, bah ça vient évidemment différer d'un jeu à l'autre, hein, si vous jouez à Mystea et Ikaien, même si je crois qu'il y a quand même un parallèle entre les deux mondes proposés par Tabula Games. C'est pas radicalement les mêmes jeux non plus, mais ça on en parlera un peu plus par la suite. Vous pourrez donc aussi, c'est l'occasion, mettre la main sur les jeux de base, hein, que ce soit pour Mystea à 69 € ou Ikaien pour le même prix d'ailleurs, contre 75 € en boutique apparemment, ou même prendre les deux pour 138 € au lieu de 150, et puis par-dessus on pourra aussi ajouter les extensions qui sont le sujet de cette campagne actuellement. Alors je vais passer assez rapidement, comme souvent en tout cas pour les extensions, je trouve pas forcément ça hyper intéressant de passer beaucoup de temps sur ce segment de la campagne, enfin de la vidéo en tout cas, pour la simple et bonne raison que les pages de campagne pour des extensions généralement ne présentent pas en détail les jeux d'origine, et n'y ayant pas joué moi-même, je ne pourrais pas vous en parler plus en détail que ça. Mais bon, quoi qu'il en soit, je rappelle brièvement que Mystea, on est sur un jeu, si je me souviens bien, de contrôle de territoire essentiellement, et Ikaien, un jeu de gestion de ressources et de création de moteurs, si je ne me trompe pas, ou à moins que ce soit l'inverse peut-être, j'ai peut-être un peu mélangé les deux jeux, mais de toute façon, il y a un parallèle qui peut être fait également, dans le sens où, alors c'était mentionné d'ailleurs, c'est un peu plus bas je crois, vous pouvez aussi mêler Ikaien et Mystea pour faire un autre jeu, en fait, donc une sorte de troisième jeu coopératif, si je me souviens bien, alors que d'origine, les deux jeux mentionnés sont eux compétitifs si je me souviens bien. Pour Mystea, on est sur un jeu à 2-5 joueurs, mais désormais disponible en solo bien évidemment, via l'extension, pour des parties assez longues, 2 heures à 2h30 environ, pour 14 ans et plus. Ikaien, 2 à 5 joueurs également, pour des parties un petit peu plus courtes, 90 à 100 minutes, donc bon, 1h30, 2 heures, toujours pour 14 ans et plus. Et je crois que c'était ici justement, c'était ici Mystea The Fall qui vous propose de mêler Ikaien et Mystea pour créer un troisième jeu en fait, qui est un stand-alone coop intitulé Mystea The Fall. Donc c'est éventuellement super intéressant aussi, c'est assez peu vu dans le monde du jeu de société d'aller mêler deux jeux précédemment sortis pour en faire un troisième qui vient imbriquer les deux précédemment sortis, c'est assez intéressant sur le concept. Ensuite, pour ce qui est du solo, ou même des solos, parce que chacun des deux jeux aura donc son mode solo spécifique, sachez d'abord, et j'aurais dû d'abord peut-être le dire au tout début de ce segment, qu'ils sont l'œuvre en collaboration de David Turczi, Monsieur Mode Solo. J'essaie de retrouver ça parce qu'il y a un deuxième auteur qui est venu s'ajouter dessus, oui c'est ça, David Turczi et John Albertson, donc deux experts du solo qui sont venus bosser pour Tabula Games pour proposer un solo aux deux jeux, et donc ça c'est déjà un gage de qualité en règle générale, qu'un solo conçu par David Turczi et son équipe. Et en plus de ça, ils ont l'air d'avoir une certaine rejouabilité, puisque pour les deux boss, que ce soit pour Ikaien ou pour Mystea, eh bien ils auront, comment dirais-je, des spécificités différentes d'une partie à l'autre, ce qui fait que d'une partie solo à l'autre, eh bien vous n'aurez pas forcément exactement la même configuration, et ça c'est plutôt intéressant en termes de rejouabilité et en termes de profondeur également.
On voit ici par exemple Maliath qui lui par exemple sera je crois dans Mystea du coup, hein, donc le mode solo de Mystea, avec donc ses propres cartes bien évidemment, avec cette intelligence artificielle qui en fera certainement du coup un IA proche de ce que pourrait proposer un joueur réel. Et puis ensuite Velkhorn qui lui sera le boss final de Ikayon, qui sera lui aussi accompagné d'ailleurs d'autres petits mini-boss si je me souviens bien, avec lui aussi ses cartes et puis ses spécificités d'une partie à l'autre. Sachez d'ailleurs que pour les deux jeux, hein, que ce soit Ikayon ou Mystea, vous avez une vidéo de Ludovox qui vous propose justement une présentation du jeu accompagnée de son mode solo, donc soit pour Mystea ou pour Ikayon. Donc bien évidemment, si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre ou les deux de ces jeux-là, bien évidemment, eh bien vous auriez tout à fait raison d'aller vous orienter vers la vidéo de Ludochrono qui pourra vous en apprendre bien plus que cette vidéo du menu crowdfunding qui n'est pas spécialisée sur chacun des jeux et qui ne pourra donc pas vous apprendre suffisamment sur le gameplay, etc., notamment au niveau des jeux de base. Pour les niveaux de pledge, vous les voyez ici. On a donc les deux extensions, 22€ pour les deux extensions solo, mais attention, c'est uniquement valable si vous avez déjà les deux jeux de base, sinon c'est pas très intéressant bien évidemment. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on peut pas prendre seulement une des deux extensions solo apparemment, bon ça c'est un petit peu bête. Ensuite, si vous avez déjà Mystea par exemple, vous pouvez aussi prendre Ikayon plus les deux extensions, le tout pour 87€. Ensuite, si vous avez seulement Ikayon, vous pouvez aussi prendre Mystea plus les deux extensions pour 87€ également. Et si vous n'avez rien pour l'instant, mais que vous êtes intéressé par tout, eh bien vous pouvez prendre la totalité, donc Mystea plus Ikayon jeu de base, respectivement, et puis les deux solos également, le tout pour 155€ au lieu de 172. Donc il y a toujours, dans tous les cas, un discount de 10%. Et si vous faites partie des backers de la première heure, donc les Early Bird, vous aurez une réduction supplémentaire, 2€, 5€, 5€, 11€ même ici, plus un playmat en néoprène gratis, ce qui est toujours intéressant et en même temps ça a un petit peu un contre-coup dans le sens où les early bird, une fois que cette période est passée, ceux qui arrivent un petit peu tard, ceux qui se rendent compte que la campagne existe un petit peu sur le tard, ont un petit peu le sentiment d'être lésés et c'est assez compréhensible et c'est assez justifié en soi. Je suis pas très fan des early bird pour ma part. Ensuite, je vais pas passer plus de temps que ça sur chacune des extensions, j'ai déjà mentionné que elles avaient donc, les boss avaient chacun leur propre set de cartes, mais également leur propre spécificité d'une partie à l'autre. Je crois que c'est ces petites challenge cards, si je me souviens bien, qui font que d'une partie à l'autre ils se comporteront un petit peu différemment. Mais en tout cas, les deux extensions ont l'air d'être relativement intéressantes, et je crois que Xavier est très intéressé par le fait de mettre la main sur le all-in, donc les deux jeux de base plus les extensions. Il était déjà intéressé par Mystea et Ikayon à l'origine, et donc peut-être qu'on est sur un petit bac à venir de Xavier, on verra bien. Quoi qu'il en soit, on va aller voir maintenant les frais de port. Je pense que j'ai quand même passé pas mal de temps sur ce segment de la vidéo alors que c'est une mention honorable. Mais je m'aperçois d'ailleurs qu'on peut prendre une seule extension, donc mea culpa, mea maxima culpa, puisque tout à l'heure j'ai dit qu'on pouvait pas prendre l'extension seule, disons, et en fait c'est le cas. Vous pouvez prendre Mystea seul pour 12€ ou Ikayon seul pour 12€, donc pour leurs extensions solo. Ensuite, disais-je, les frais de port, on va essayer de trouver ça assez rapidement, mais il détaille également les deux jeux de base, donc bon, on va essayer de descendre un petit peu sans trop perdre de temps. Voilà, cette statistique, ça se passe. Alors bien évidemment, ça va dépendre du niveau de pledge que vous allez choisir. Par exemple ici, si vous prenez uniquement les deux extensions solo, eh bien si vous êtes dans la zone Belgique ou Luxembourg par exemple, ce sera de 6 à 8€, mais si vous êtes en France ou en Suisse, ce sera 8 à 10 par exemple. Pour nous au Japon, 10 à 13, donc c'est pas très cher non plus. Et puis pour nos amis canadiens, éventuellement, où êtes-vous, amis canadiens? Vous êtes ici 13 à 16€. Par contre, si vous voulez un tier M, donc l'un des deux jeux plus l'une de ces extensions, j'ai l'impression, sera 12-18, 18-24, 24-30, en fonction de votre lieu de résidence. Si vous prenez le tier L, donc la totalité de ce qui est sorti jusqu'à maintenant, donc le gros all-in de la mort qui tue en gros, pour Belgique, Luxembourg c'est 24, 34, et ça inclut également la France qui change de zone pour le coup, ok, pourquoi pas. Pour le Japon, 34, 44, c'est pas donné mais en même temps il y a du matos. Et ensuite, pour les amis canadiens, où êtes-vous passé? Avez-vous également changé de zone peut-être? Vous êtes ici, donc 64€ et plus. Ouh, par contre ça pique méchamment pour nos amis canadiens. La Suisse a également changé de zone pour 44,54 apparemment. Par contre, pour ce qui est de la TVA, je me demande, comme c'est un éditeur italien, peut-être que c'est déjà inclus de base. On va essayer de trouver ça rapidement. Oui, la TVA est incluse dans les prix, et ça c'est plutôt très agréable, ça évite de sortir un petit bifton supplémentaire durant le Pledge Manager. Et du coup, ma foi, c'est à peu près tout pour les deux extensions solo de Mystea et Ikayon, qui ont tous les deux de très bonnes notes sur BGG. On est sur du 7.6 et 7.7 si je me souviens bien, donc des jeux quand même plutôt très bien évalués sur BGG.
Reste à voir si vous êtes intéressé par leurs extensions solo ou par éventuellement la totalité du bundle si vous n'avez pas les jeux d'origine. Vous me direz ce que vous en pensez pour Mystea et Ikaien avec leurs extensions solo. 790 backers pour l'instant, 7 jours avant la fin de la campagne. On les retrouve donc dans 3 jours dans le suivi du menu crowdfunding, ce sera très rapide. Et déjà 30 000 € d'engrangés. On continue tout de suite avec World's Teachers, lui qui pour le coup va pas faire bouger les foules tant que ça, hein, vous le voyez, 85 contributeurs, autant dire que je vais pas perdre de temps, je vais aller très très vite sur ce jeu, qui pourtant n'est pas inintéressant sur le principe. On est sur un petit jeu de pose de tuiles pour 1 à 4 joueurs, dans lequel vous allez incarner en fait des grands animaux un petit peu divins, on va dire des semi-divinités, qui en fait sont en train de terraformer une planète, on va dire, puisqu'en fait ils vont connecter, ils vont coudre en fait différents pans de terre, ou même de mer parfois, les uns avec les autres. C'est assez original en termes de thématique. En plus de ça, ça se joue relativement rapidement, on est sur des parties de 30 minutes, c'est de la pose de tuiles pour 1 à 4 joueurs, c'est de la pose de tuiles relativement facile à prendre en main, c'est relativement familial. Alors certes, c'est pas outrageusement beau, hein, c'est pas magnifique, mais c'est pas non plus complètement dégueulasse, et en plus de ça, vous le voyez, c'est relativement abordable, 32 € le pledge, bon, c'est pas très très cher, on a quelques petits meeples en bois avec du screen print. Bon, pas forcément le plus joli que j'ai vu jusqu'à maintenant, mais bon, ça reste acceptable. On a donc 60 tuiles de terrain, comme on pourrait dire, avec des zones plutôt aquifères, des zones de forêt également, de montagne, etc. Des cartes ici de spire, donc de grosses tours, en fait, de genre de monuments divins, qui seront en fait vos objectifs de fin de partie. En fait, en gros, c'est le premier qui a 3 tours de ce type-là construites qui va l'emporter, en fait, simplement. On a aussi des petits tubes d'énergie, parce qu'en fait, quand vous connecterez des zones entre elles, vous aurez des petites gemmes ici que vous pourrez poser sur les emplacements que vous aurez connectés pour donner de l'énergie à votre animal, disons. Et c'est grâce à ça que vous pourrez bouger sur la map, mais également c'est grâce à ça que vous pourrez acheter du coup ces grandes tours qu'on a vues tout à l'heure. Malheureusement, pas de version francophone à se mettre sous la dent pour l'instant en tout cas, mais en même temps il n'y a pas tellement de backers donc ça devrait être un petit peu compliqué, d'autant plus que les stretch goals notamment vont apporter des petites upgrades matérielles qui sont pas inintéressantes, mais du coup si la campagne ne démarre pas vraiment, ça va être un petit peu compliqué d'aller les chercher. Ensuite, je le disais tout à l'heure, le prix est donc à 32 € ou 40 pour le retailer, mais ça c'est seulement si vous êtes des gérants de boutique. Et ensuite, pour ce qui est du shipping, Canada 29,30, bon c'est quand même très très cher, c'est le même prix que le jeu, donc c'est pas très intéressant. Pour l'Europe, la zone 1 concerne la Belgique, mais également la France ou le Luxembourg par exemple, c'est 13 à 15, ce qui est relativement abordable. Pour le reste de l'Europe, c'est 26,39, et pour nous qui sommes en Asie, c'est du 22,24. Donc c'est quand même assez cher pour un jeu relativement petit avec assez peu de matériel, c'est relativement contenu, et du coup c'est vrai que les frais de port sont pas hyper intéressants. Mais pour la zone Europe 1, donc la France, le Luxembourg, etc., ça peut rester relativement intéressant, c'est pas dégueulasse, c'est relativement familial et c'est très cool. Vous me direz ce que vous en pensez pour World's Teachers, qui en plus de ça a aussi une thématique assez nouvelle, assez fraîche, dirons-nous. 85 contributeurs ceci dit, 13 jours avant la fin de la campagne, ça sent un peu le sapin, mais en même temps, le seuil de financement n'est pas très élevé, donc ça reste faisable. On arrive maintenant sur la nouvelle campagne de Léandre Proust et de Gram Édition. Je crois que c'est la 4e campagne désormais pour Clash of Decks, saison 3. On avait la saison 1 qui avait fait je crois une annulation, puis une deuxième campagne avec une grosse réussite, puis la saison 2, puis maintenant la saison 3, toujours disponible en français bien évidemment, hein, c'est un créateur français qui vient nous proposer ici donc 4 extensions standalone, donc vous n'aurez pas forcément besoin de la saison 2 ou même de la saison 1 pour pouvoir y jouer, avec 144 nouvelles cartes, 144 nouvelles cartes, c'est bien ça, 8 nouvelles compétences disponibles que vous apercevez notamment ici sur le golem ou encore sur le counter feature que vous voyez ici. On aura aussi 3 nouveaux modes de jeu multijoueurs notamment, on aura des petits livrets de grimoire, 11, je ne sais pas très bien à quoi ils serviront, et puis aussi on aura la bêta version du jeu vidéo pour mobile. Donc j'imagine pour iOS et pour... j'ai perdu le nom du deuxième, mais bref, vous aurez compris. Pour le jeu vidéo sur mobile. 610 contributeurs pour l'instant, c'est plutôt un bon résultat. 40 000 € d'engrangés, c'est pas mal du tout. Et 13 jours avant la fin de la campagne, vous avez encore largement le temps de vous y intéresser. Mais juste par curiosité, on va quand même aller voir les résultats des 2 précédentes saisons de Clash of Decks. D'ailleurs, j'avais oublié de m'abonner à Gram Edition comme un con.
Donc la première c'est bien ça, annulé à l'époque en février 2021, puis 20 000 contributeurs parce que c'était gratos et 32 langues présentes. Le jeu était gratuit et pas de frais de port, donc c'était vraiment très innovant comme approche sur Kickstarter, et du coup ça a fait un gros succès. Ce qui ne veut pas dire qu'il y aura vraiment de la suite derrière, bien évidemment, parce que la suite n'est pas gratuite, et ça se voit, puisque saison 2, c'est plus gratuit, du coup ça fait que 3000, enfin que, c'est quand même un très beau score, 3700 contributeurs. Et puis ensuite, sa saison 3, pour l'instant, on est à 610, donc ça commence un petit peu faiblement. Du coup, c'est quand même un petit peu dommage, on a quand même un peu cette impression de ralentissement progressif d'une campagne à l'autre, ce qui peut se justifier très largement par l'approche stratégique qu'a prise Léandre pour sa première campagne, mais c'est vrai que ça donne pas la meilleure des impressions quand on est un backer qui connaît pas forcément l'historique du projet. Vous pourrez aussi aller ici sur le site de Clash of Decks en français pour connecter, pour avoir toutes les informations nécessaires à cette campagne, mais en français. Donc je vous invite bien évidemment à y aller. Ce sera bien plus pratique pour vous que de le faire en anglais, évidemment. Donc ici vous avez un petit aperçu des 144 nouvelles cartes avec les nouveaux personnages, nouvelles créatures, etc. Avec les nouvelles compétences que vous entreapercevez ici. Notamment j'imagine des morts vivants peut-être. Ensuite encore plus de modes de jeu disponibles avec du free for all, donc chacun pour sa peau, du 2 contre 2 en équipe, ou encore même du coop, donc c'est un jeu qui a vraiment des variantes dans tous les sens, avec certainement une grosse rejouabilité par la même occasion. Ensuite, c'est aussi l'occasion éventuellement d'aller faire un petit peu de deluxification dans cette troisième campagne via une storage box que vous voyez ici, donc pour stocker tout votre matériel, des playmats également, même des sleeves, par Mayday Games apparemment, et puis même des pièces, ou une pièce, je crois que c'est du singulier ici, donc peut-être une pièce de métal. Ensuite, les petits grimoires que l'on voit ici, j'avoue que je n'ai pas trop fouillé, je n'ai pas trop eu le temps cette semaine pour différentes raisons, donc je ne sais pas très bien à quoi servent les grimoires, mais bon, là pour le coup vous avez toutes les informations vous-même en français, donc j'ai pas besoin de passer trop de temps là-dessus. Du coup, on va essayer d'aller chercher les différents niveaux de pledge dans cette campagne. C'est ici que ça se passe. Ok, alors 40€ pour les 4 standalone, donc 10€ par extension standalone. C'est relativement classique en termes de prix pour ce genre de quantité de matériel, même si on peut se dire qu'effectivement c'est quasiment essentiellement des cartes, donc c'est pas donné, mais c'est pas très cher non plus. Et en plus de ça, c'est doublement pas cher en réalité, puisqu'il y a free shipping, donc livraison gratuite dans n'importe quel pays du monde, et ça c'est quand même un gros plus également, et c'est vraiment une approche stratégique qui, je pense, a pas mal, comment dirais-je, qui pourrait participer à expliquer le succès de la première campagne notamment, puis de la deuxième. Ensuite, vous avez aussi le all-in, pour mettre la main sur tout ce qui a été... tout ce qui est nouveau en fait pour cette saison 3 de Clash of Decks, le tout pour 80€ plus le free shipping également, avec donc les sleeves, avec les playmats, avec la pièce de métal, tous les grimoires, etc. Ensuite en add-on, vous pourrez aussi ajouter les saisons 1 ou 2 par exemple, saison 1 et 2 pardon, pour 50€, avec leur boîte individuelle j'ai l'impression, ou encore le all-in des saisons 1 et 2, donc avec les sleeves, mais également les playmats pour la saison 1 et 2, le tout pour 70€. Ensuite, les frais de port, je les ai déjà mentionnés tout à l'heure de toute façon, hein, vous l'avez vu, donc frais de port gratuits pour l'ensemble de la planète, donc ça c'est un gros plus, et vous avez tout un tas de petites vidéos par-ci par-là pour vous raconter un petit peu comment ça se joue, notamment ici via un monde de jeu. Ensuite, le shipping c'est gratuit, je l'ai déjà dit, et ma foi, je crois que c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant Clash of Decks avec cette nouvelle saison 3, qui pour l'instant rencontre un succès un peu plus mitigé que la deuxième. Bon, ça c'est un petit peu dommage, mais que la première, ce qui est là par contre beaucoup plus compréhensible, parce que du coup, c'est plus gratuit. Vous me direz ce que vous en pensez, avez-vous déjà joué à la saison 1 ou à la saison 2 ou même au 2? Êtes-vous intéressé par ce nouveau projet de Léandre Proust sur la saison 3 de Clash of Decks et éventuellement aussi cette possibilité de jouer au jeu sur mobile? Vous me direz ce que vous en pensez pour Clash of Decks, 610 contributeurs, 13 jours avant la fin de la campagne, 41 000€ d'engrangés pour l'instant. De son côté, Tiny Epic Crimes confirme la tendance, qui est quand même plus une tendance, c'est vraiment confirmé depuis longtemps déjà en fait, mais les Tiny Epic, ça marche toujours aussi bien sur Kickstarter. C'est quoi, c'est le 7ème, 8ème, 9ème peut-être Tiny Epic de la série. On va aller voir rapidement pour comparer, mais je pense que ce sera certainement pas le plus populaire de la série. Il s'agit ici de Tiny Epic Crimes, on est sur un jeu d'enquête, de déduction, et je pense que par cela même, par le fait que ce soit des mécanismes qui n'intéressent pas forcément la grande partie des gamers,
ce sera certainement pas le plus populaire de tous, à mon avis. Et on va quand même aller checker rapidement, histoire de, juste par pure curiosité. Le premier était donc Tiny Epic Kingdoms, on avait commencé à 9000, ensuite on avait du 12 500, du 5500 aussi, 4200, enfin 4720, 15 000 quasiment. Qu'est-ce qu'on avait ici? 10 000, 17 000, là ça commençait à prendre vraiment pas mal de popularité. 7 000 environ, 24 000, 23 000, puis qu'est-ce qu'on avait ensuite? Epic Max avec 15 000 approximativement, Epic Tactics avec 13 000, Galaxies qui avait refait un retour avec 8 000, Epic Dinosaurs 14 000, je commence à parler anglais, c'est n'importe quoi, 14 000, 20 000 pour les pirates, ensuite Tiny Epic Dungeons qui avait fait 41 000, ce qui était incroyable, parce qu'il y a des miniatures pour le coup, et c'était pas le cas jusqu'à présent. Vikings, le dernier en date, avait fait 17 800 environ, et là, Tiny Epic Crimes, bon, 5500, c'est quand même plutôt un bon début. On n'est pas finalement dans la moyenne si basse que ça, que j'aurais pu imaginer, et on va certainement s'orienter vers un 8, 9, 10 000 contributeurs, donc finalement, ils me dédisent, et tant mieux pour eux. C'est pour 1 à 4 joueurs, donc jouable en solo comme quasiment tout le temps, pour les Tiny Epic de toute manière, pour 30 à 60 minutes la partie, pour 14 ans et plus. On est toujours sur des jeux très très petits en termes de matériel, et donc facilement sortables, facilement rangeables également. Et cette fois-ci, on vous plonge dans l'univers de Echo Ridge City, qui en fait est une sorte de pastiche de Los Angeles, en fait, dans les années, je dirais 50, peut-être un peu avant, peut-être 30, allez savoir. Et en fait, eh bien, vous allez chercher à résoudre un crime, mais pour ce faire, vous n'avez que 48 heures. Donc vous devrez essayer bien évidemment d'aller sur les lieux du crime, d'aller analyser certaines preuves ou certains faisceaux de preuves pour ensuite essayer de déduire qui pourrait être le coupable en utilisant quelle arme. Donc ça ressemble un petit peu à des trucs comme le Cluedo par exemple. On va essayer de connecter tous les points, tous les faisceaux de preuves les uns avec les autres pour en déduire qui est le criminel, et tout ça en coop ou en compétitif également, puisqu'on aura aussi un mode de jeu compétitif dans lequel je crois on aura un policier un peu pourri, enfin un petit peu un ripou qui lui viendra chercher à mettre des bâtons dans les roues des autres joueurs. Ensuite, continuons. Bon, aussi vous avez quelques petits aperçus de ce que ça pourrait proposer en termes de nouveaux mécanismes de la série Tiny Epic, puisque là ils ont carrément créé un nouveau système intitulé le Decoder System avec vous savez, ces petits, comment dire, cette petite fiche rouge sur laquelle vous devez passer une sorte de loupe d'une certaine couleur pour en voir les détails, ce genre de choses-là. Ensuite, on va essayer de trouver assez rapidement les prix, c'est ici que ça se passe d'ailleurs. Le 25$ ici que vous voyez, donc pour le jeu de base en fait. On vous dit all this parce qu'en fait c'est tout ce que vous voyez en dessous, mais c'est pas la totalité du jeu proposé. Donc c'est 25$ pour le jeu de base, avec donc les 4 plateaux de policiers, sachant que chacun d'entre eux est double face, donc avec une face féminine, une face masculine, et puis certainement un petit peu d'asymétrie d'un personnage à l'autre, bien évidemment. Ensuite, les sortes de calendrier que vous aurez à cœur de respecter, puisque vous n'aurez que 48 heures pour réussir à remplir votre mission. Vous aurez une phase pour le semi-coop et une phase pour le full coop. Ensuite, les tuiles de lieux qui composent la ville, les cartes de compétences, le HQ, les cartes d'événements, etc., etc. Les petits meeples en bois avec du screen print d'entrée de jeu, ça c'est plutôt très cool. Et puis, petite originalité assez sympa, on a aussi des dés en forme de balle. Ça c'est assez innovant, je trouve, c'est assez marrant. Ça n'apporte pas grand chose, bien sûr, par rapport à un dé normal, mais c'est fun, c'est un petit peu immersif. Ensuite, on a aussi du deluxe content, donc du contenu un petit peu deluxifié. Alors c'est pas uniquement du deluxifié en fait, puisque ça vient vous apporter aussi un petit peu de nouveauté en termes de gameplay, puisque ici vous avez donc une Crooked Cop Card, donc c'est un ripou en fait pour du semi-coop, enfin une sorte de semi-coop, mais enfin si c'est du semi-coop dans le sens où c'est toujours un jeu coopératif, mais dans le tas il y aura aussi un policier pourri potentiellement qui va chercher à vous mettre des bâtons dans les roues et qui va l'emporter s'il n'est pas démasqué avant la fin de la partie. Et vous avez aussi une extension intitulée Tiny Epic Crimes Kingpins. Kingpins sont un peu les barons du crime en anglais, avec ici le Joker, en gros, une sorte de réplique de ce qu'on peut voir dans Batman. Patsy the Plunderer, Caleb the Colonel, Kahira the Queen, etc., etc. Donc on en aura 6 qui auront chacun leur propre spécificité et qui viendront influencer le jeu, avec notamment des cartes d'événements, qui auront des sbires aussi, etc., etc. Et ça c'était pour combien de plus d'ailleurs? J'ai pas regardé. $10 de plus. Ok.
Donc pour résumer, on doit avoir un petit résumé de l'ensemble des pledges. Donc 20$ en print and play premium, bon c'est quand même 20$ le print and play, c'est chéro. 25$ pour le jeu de base, 30$ pour avoir la petite extension Deluxe, 40$ pour avoir la petite extension Deluxe plus l'extension Kingpins, et puis ensuite 75$ si vous faites un petit peu multiplier par 2 pour éventuellement faire une sorte de mini pledge groupé, x10 pour un gros pledge groupé à 350$ par exemple, et ainsi de suite. Ensuite, pour les frais de port, alors il va falloir chercher sur un petit, comment dirais-je, un petit fichier Excel, ou ce qui s'y apparente en tout cas. Pour la Belgique, c'est ici. Pour la France, c'est ici, c'est la même chose, j'ai l'impression, un 12, 15, 25, 100. 12, 15, 25, 100, c'est la même chose. Liechtenstein éventuellement, Luxembourg, enfin vous regardez pour votre pays, hein. Suisse, 15, 25, 45 également. Bref, vous regardez un petit peu pour la zone qui vous concerne sur ce petit fichier Excel, pour avoir les prix qui vous concernent pour la zone européenne. Pour le Canada, c'est déjà écrit ici, hein, c'est 12, 18, 23, 38, et pour le reste du monde, donc certainement pour nous, 20, 30, 55, 250. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, vous me direz également si vous êtes un amateur des Tiny Epic Games, il y en a bien plus que 8 ou 9 comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a certainement plutôt une quinzaine ou une vingtaine, c'est assez conséquent. Xavier en a 3 ou 4 je crois, mais finalement ils sortent quasiment pas si je me trompe pas. Donc est-ce que c'est des jeux dont on se lasse rapidement? Est-ce que le contenu assez, comment dirais-je, assez contenu, justement, l'adjectif est bien trouvé, mais c'est très très redondant pour le coup, le contenu assez minimal, disons, minimaliste, c'est plutôt, c'est un peu moins péjoratif, minimaliste, fait que la profondeur de jeu en pâtit également un petit peu. Je sais pas, vous me dire ce que vous en pensez. J'appelle tous les fans de Tiny Epic Games à me dire ce qu'ils en pensent. Et aussi éventuellement aux détracteurs potentiels, bien évidemment. Donc voilà pour Tiny Epic Crimes, malheureusement pas de version francophone à se mettre sous la dent pour l'instant en tout cas. 5500 contributeurs 13 jours avant la fin de la campagne, 21 000 euros pas du tout, 211 000 euros d'engrangés pour le moment. Celui-ci en revanche, ça va aller très très vite, Henchmania ou en français Sbire, un projet français. Pourquoi ça va aller très vite? Parce que en fait cette extension a déjà été présentée dans le menu crowdfunding du 13 novembre dernier, donc il y a 2 semaines à peine. Donc du coup il n'y a pas grand chose de nouveau à se mettre sous la dent, hein. C'est juste que le projet avait été annulé pour différentes raisons que j'avais exposées dans le suivi du menu crowdfunding la semaine dernière si je me souviens bien, et du coup ils ont relancé la campagne 2 semaines plus tard, donc il n'y a pas grand chose de nouveau, c'est juste à être un petit peu remodelé certes durant cette nouvelle campagne, un petit peu mieux présenté, un petit peu agencé, avec des niveaux de pledge peut-être un petit peu différents, j'ai pas tellement checké la différence, c'est vraiment trait pour trait la même campagne qu'il y a 2 semaines, avec quelques petites améliorations par-ci par-là. Éventuellement, petit rappel, c'est un jeu qui a été d'abord sorti sur Kickstarter en 2016, qui avait fait un très 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 beau succès à l'époque, hein. Je vais le regarder à nouveau pour que vous en ayez le cœur net, hein, parce que j'ai un petit peu oublié entre temps, mais je crois que c'était 2500, 2600 si je ne me trompe pas, 2600 contributeurs, voilà, en 2016, donc il y a 6 ans, et à l'époque, 2600 contributeurs sur Kickstarter, c'était énorme. Depuis 2600, c'est devenu un bon résultat, même très bon résultat, mais pas énorme, mais à l'époque c'était quand même quelque chose. Entre-temps, beaucoup de choses ont évolué sur Kickstarter, il y a beaucoup plus de propositions, beaucoup plus d'offres, et du coup, bon, les backers sont pas forcément du même nombre sur Henchmania, sur Sbire en version française. Pour l'instant, on est 900 backers dessus. Alors je dis on, je me suis pas inclus dedans, c'est un on général, mais si vous êtes intéressé, ou si vous avez éventuellement déjà le jeu de base et que vous voulez l'enrichir d'une extension intitulée Royal Visit apparemment, c'est l'occasion ou jamais. D'autant plus que maintenant, vous le voyez ici, la campagne est disponible en français sur le site de sbire.com, donc vous avez toutes les informations en français directement sur leur site pour faire un choix éclairé. Petit rappel quand même, c'est que pour 45 à 90 minutes la partie, pour 14 ans et plus, pour 2 à 5 joueurs, et c'est un petit jeu qui a l'air relativement sympa avec une sorte de pose d'ouvrier, slash le semi-contrôle de territoire qui est assez intéressant. J'aimerais bien le tester, de là à aller le backer, peut-être pas, mais c'est vrai que j'aimerais bien le tester un jour malgré tout. Ensuite, petit rappel des niveaux de pledge et comment dirais-je, des frais de port. Juste pour le niveau de pledge de base est à 35 €, c'est le jeu de base apparemment. Et si vous voulez uniquement l'extension, je crois que c'est 16 € pour l'extension, pour ceux qui auraient déjà le jeu de base. Je crois qu'il y a peut-être aussi quelques petites modifications du jeu de base, enfin quelques rééquilibrages, des trucs comme ça, je sais plus. Et puis ceux qui voudraient le all-in, donc l'extension plus le jeu de base bien évidemment, c'est 54 €. Donc ça reste très abordable malgré tout. Ma foi, c'est à peu près tout. On peut directement s'orienter maintenant vers les frais de port qui vont se trouver un peu plus bas. Voilà, ici,
6 euros, 9 euros, 12 euros pour la France. Donc dans tous les cas, quel que soit le pledge que vous choisissez, c'est très abordable. Ensuite, pour la Belgique, c'est la zone 1, donc 10, 14 jusqu'à 18, donc encore une fois très abordable. Même chose pour la Suisse d'ailleurs, ou encore pour Monaco, pour ce qui est de la francophonie, je crois que c'est à peu près tout. Ensuite, pour nous au Japon, juste par curiosité, zone 5, oh ça va, 12 euros, mais 12 euros c'est seulement l'extension. Ouais, c'est ça. Ah oui, par contre, si on veut le jeu de base, ça commence à piquer très 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 méchamment pour le Japon. C'est plus cher que le jeu de base, donc c'est vraiment vraiment pas pour nous malheureusement. Dommage. Et ma foi, c'est près tout pour Sbire en français, ou Henchmania comme il est dénominé en anglais. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous avez déjà joué au jeu de base, ce que vous en avez pensé, et si vous pensez éventuellement aussi enrichir votre jeu de base de cette extension Royal Visit. Pour l'instant donc 900 backers, 40 000 euros d'engrangés, 17 jours avant la fin de la campagne, pardon. Le jeu est donc financé assez largement. Je pense qu'on ira certainement chercher pas loin de 2000 contributeurs d'ici la fin de la campagne à mon avis. On enchaîne avec une campagne qui pour l'instant se prend un petit peu une mandale, ça se passe pas très très bien pour The Bazaars of Ubar, 140 contributeurs, 5000 euros d'engrangés sur 10 000 nécessaires approximativement, 20 jours avant la fin de la campagne. Après quand je vous dis que ça se prend une patate, bon même 140 contributeurs, si on se dit que c'est un tout petit projet, c'est pas si mauvais que ça, mais c'est un projet qui nous vient de Grey Fox Games, qui est quand même plutôt habitué à des résultats assez conséquents. D'ailleurs preuve en est ici par exemple le dernier projet Ragnarok qui a fait 4000 contributeurs, ou par exemple Arcana Rising qui en a fait 3000, ou Tortuga qui avait fait 2500 quasiment, ou encore After the Empire qui avait fait 1600, etc., etc. Donc on est sur un éditeur assez reconnu, pas forcément avec la meilleure des réputations, mais reconnu et installé dans le milieu. Et pour le coup, The Bazaars of Ubar, c'est pas le gros succès pour l'instant. 139 contributeurs, 5000 euros d'engrangés. C'est même pas encore financé à la fin de la première semaine, c'est pas génial. Pourtant, la proposition est pas inintéressante au demeurant. Bon, la direction artistique plaira ou ne plaira pas, ça c'est encore notre sujet plus subjectif, disons. C'est peut-être pas le jeu le plus beau qu'ils auront proposé à ce jour, mais c'est pour des parties de 45 à 60 minutes, pour 14 ans et plus, pour 2 à 4 joueurs, et ça vous plonge dans l'univers fantastique, un petit peu façon les contes des mille et une nuits, dans un jeu de engine building avec du draft. Vous allez drafter au début de chaque tour une tuile de commerce, vous allez l'ajouter à votre plateau, ça vous permettra de faire des actions sur le plateau central qui a un petit aspect course également, vous aurez donc des déplacements sur ces cités aériennes. Et en fait, simplement vous allez chercher à faire du commerce, des échanges, etc. Pour réussir à l'emporter au final en ayant plus de points que les autres joueurs autour de la table. Bon, c'est relativement classique, ça n'apporte pas tant de nouveautés que ça à des jeux qu'on a déjà vus par le passé par exemple, mais ça n'a pas l'air d'être plus mauvais que d'autres jeux non plus, et c'est en plus un univers que je trouve toujours assez charmant, donc les univers un petit peu à la façon des contes des mille et une nuits. Ça a aussi ce petit côté placement de tuiles façon un peu Tetris. Sur les plateaux que vous voyez ici, on aura différents items qui viendront rejoindre notre plateau, et il faudra en caser un maximum sans laisser trop au milieu. Bon, c'est pas inintéressant sur le principe, je trouve, mais pour l'instant ça marche pas des masses. Est-ce que c'est à cause de la direction artistique? Est-ce que c'est à cause de la réputation de Grey Fox Games qui est pas forcément idéale? Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, certains sont peut-être plus connaisseurs que moi en la matière, mais en plus de ça, de toute façon, pas de version francophone pour l'instant, donc ça aussi c'est quand même un petit peu dommage. Est-ce que j'ai déjà passé le prix? Je crois pas l'avoir vu, mais j'ai tout de suite aperçu les add-ons. C'est pas grave, on va passer directement au add-on du coup. Donc on aura éventuellement un nappy de néoprène. J'ai dit un nappy, oui j'ai dit un nappy. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai vu néoprène, du coup j'ai dit nappy. Voilà, c'est un tapis de néoprène pour 19$. On a ensuite 50 pièces de métal pour 19$ également, pour remplacer celles qui seront certainement en carton. Et puis pour ce qui est du prix du jeu lui-même, il faudra se contenter de ce petit espace ici. C'est 45$ le jeu, pour le Deluxe Game. Donc 45, plus éventuellement 19, plus éventuellement 20, ça peut monter assez rapidement finalement. Pour ce qui est du shipping, pour le Canada, 18 plus 2 pour le playmat, plus 5 par copie additionnelle, donc c'est le moment de faire des copies, des pledges groupés disons. Ensuite, pour Belgique et France, ou encore, lui c'est quoi, Luxembourg je crois, ça va être 20 plus 3 plus 5, un peu moins intéressant, mais bon, si on fait des pledges groupés, ça reste abordable. Et pour nous qui sommes au Japon par exemple, 25 plus 5 plus 15, un peu moins intéressant encore. Et ma foi, c'est à peu près tout. On peut peut-être rapidement en avoir un peu plus d'informations sur la TVA. Écoutez, je vois pas le mot VAT. Du coup, j'ai un petit peu la flemme. On va quand même le chercher par acquis de conscience.
hein, pour qu'il ne soit pas dit que je n'ai pas cherché. Alors TVA, elle sera collectée dans le Pledge Manager. Donc voilà, c'est un truc relativement habituel. Donc ce sera le cas également pour cette campagne donc, de Bazaars of Ubar, qui pour l'instant démarre pas tellement sur les chapeaux de roue. Vous me direz ce que vous en pensez. On continue par un projet, ma foi, assez charmant, qui s'appelle Cube Monster, un petit jeu de engine building, donc de construction de moteurs, dans lequel, en fait, les cubes, les fameux cubes en bois que l'on voit dans beaucoup de jeux, sont vraiment le centre du jeu, du gameplay, et vraiment, même dans le titre, un Cube Monster, vous allez devoir faire en fait un jeu de course, avec du engine building, certes, mais c'est un jeu de course, pour gravir la montagne, elle-même en forme de cube d'ailleurs, en premier, et sauf que pour monter chacun des étages de cette montagne, il vous faudra dépenser des dés, et comment les obtenir? Eh bien en accomplissant différentes actions, mais également en allant en acheter dans un marché, mais également en allant construire des sanctuaires qui auront pour but de vénérer le monstre en question, ou en allant construire des sortes d'usines à cubes. Bref, il y aura différentes manières d'aller obtenir des cubes, d'aller, comment dirais-je, améliorer votre production de cubes justement, et ensuite il faudra les dépenser pour monter d'un étage à l'autre. Il y aura aussi parfois des événements qui viendront déclencher de la perte de cubes ou de l'obtention de faveurs de la part du monstre via un sacrifice, etc. Donc c'est assez intéressant ce mélange de mécanismes, donc d'engine building, donc de construction de moteurs, de gestion de ressources, mais également de course pour arriver au sommet de la montagne. Je trouve ça plutôt sympatoche, et en plus de ça, voilà, l'aspect très méta d'en faire un jeu basé sur les cubes en bois, c'est assez sympa. Reste que le petit bas qui blesse quand même pas mal, c'est que le prix peut monter assez rapidement, assez haut. Alors ça dépend du degré de deluxification, mais ça on le verra tout à l'heure. En tout cas pour l'instant, le projet est financé avec 460 contributeurs, 25 jours avant la fin de la campagne, 40 000 € d'engrangés. Alors je devrais peut-être même m'excuser d'ailleurs avant même de continuer, parce que bon, on aurait pu ou dû avoir un prototype pour celui-ci. On nous a demandé si on en voulait un d'ailleurs à la fin, mais le truc c'est qu'on nous a demandé ça il y a une semaine. Sauf que quand on demande si on veut un prototype à traiter une semaine avant le début de la campagne, c'est un petit peu ric-rac en termes de timing, donc bon, on n'y est pas allé, mais malgré tout, je trouve le projet assez intéressant et je serais vraiment très curieux de l'essayer. C'est pour 14 ans et plus, c'est pour 25 minutes par joueur autour de la table, et c'est pour 1 à 4 joueurs, donc vous pourriez jouer en solo comme jusqu'à 2, 3, 4 joueurs, en compétitif, et vous le voyez aussi ici, c'est un jeu qui a été finaliste pour le Iron Award et également pour le Cardboard Edison, qui sont deux compétitions de prototypes de jeux de société relativement connus de l'autre côté de l'Atlantique. Ensuite, passons un petit peu au jeu en lui-même avec le Pledge Champion, que vous voyez ici, 59 $ pour le jeu de base, avec donc le plateau central, des différents plateaux de joueurs avec leurs miniatures, hein, bien sûr, qui sont déjà d'ailleurs avec le lavis par-dessus, donc c'est plutôt très très sympa, une petite upgrade d'entrée de jeu. Ensuite, le plateau représentant la main du monstre, avec le plateau sur lequel vous devrez faire des offrandes, avec du double épaisseur, hein, vous mettrez les petits cubes à l'intérieur des emplacements, le dé de monstre qui provoquera parfois des catastrophes, le petit sac pour contenir l'ensemble des cubes que vous voyez ici, ensuite des cartes de récompense, des cartes d'amélioration, des cartes d'habilité, enfin de compétences dirais-je, ensuite les cartes de désastre également, donc chacune de ces cartes qui en fait viendra ajouter aussi un mécanisme de gestion de main aux différents mécanismes que j'ai précédemment cités également. Ensuite les cartes de Super Cube, vous pourrez construire des Super Cubes également en les massant les uns avec les autres pour faire des cubes bonus dirais-je, et c'est à peu près tout en termes de contenu du jeu de base. Donc le matériel est plutôt sympatoche, il y a même quelques petites miniatures par-ci par-là, c'est plutôt joliment réalisé, j'ai envie de dire banco. Sauf que on vous propose aussi de la deluxification à outrance, enfin à outrance, non, on vous en propose en fait que 2, mais elles sont particulièrement chères. On commence tout de suite avec ici la Monstrous Pledge, donc c'est le jeu de base plus un truc, c'est cette impression 3D du plateau d'offrande du monstre. Le truc, c'est qu'on passe, vous le voyez, de 59 $ à 99 $ pour une impression 3D d'une main avec un plateau double épaisseur. Ça fait quand même très très cher le petit ajout de luxifié. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est vrai qu'en termes de présence sur la table, ça donne quand même vraiment bien, hein, c'est assez classe, mais quand même 40 $ pour ça, c'est quand même assez pété. Et si vous voulez encore un peu plus d'immersion, vous pourrez aussi avoir la montagne carrément en impression 3D. Le tout par contre pour 199 $. Et là vous faites quoi? Vous devez rajouter 100 $ de plus
pour avoir la montagne en 3D, ça vaut jamais, dans n'importe quel monde dans lequel vous habitez, ça vaut pas 100 $, ça. Et ça, par contre, je trouve ça vraiment space. Déjà, d'ajouter 40 $ pour ça, je trouve ça déjà assez corsé. Mais alors, si en plus on ajoute 100 $ pour avoir ça, ouais, non, faut quand même se calmer 2 minutes quand même. C'est vrai qu'en termes d'immersion, c'est quand même bien plus classe. On a tous ces petits inserts pour les petits cubes qu'on peut poser ici. Il y a vraiment l'aspect de gravir la montagne, etc. Bon, d'accord, mais putain, le prix. Quoi qu'il en soit, il y a même un... Oui, j'avais oublié celui-ci. Il y a aussi un CubeVester Pledge, mais là c'est un pledge mécénat à près de 1000 $ pour avoir des cubes en argent véritable. Ça sert à rien, voilà. Mais bon, il fallait le dire quand même. Ensuite, continuons avec les différents... comment dirais-je je me suis perdu dans mes mots. Les frais de port, excusez-moi. Et ensuite, il y a aussi le petit solo mode que je vais pas mentionner, mais j'ai pas bossé le sujet plus que ça, donc je vais pas rentrer dans les détails. Ensuite, passons aux frais de port, comme j'ai dit tout à l'heure, mais en faisant un passage sur les vidéos, vous voyez également qu'il y a que des vidéastes anglophones, rien pour les francophones, ce qui veut dire aussi, enfin ce qui laisse transparaître surtout, qu'il n'y aura pas de version francophone du jeu, en tout cas pas pour l'instant, c'est pas prévu. On aurait pu du coup avoir l'exclusivité, mais bon, ça aurait pas forcément été un énorme résultat parce que c'est pas un jeu qui est très attendu mine de rien, mais je trouve qu'il est assez charmant, assez intéressant sur le principe, et puis vraiment placer les cubes au centre du jeu, je trouve ça assez fun, assez méta. Ensuite, pour les frais de port, ça fait 3 fois que je le dis, on va finalement enfin y arriver. Il faut cliquer encore sur un truc Excel, j'ai l'impression. Oui, c'est bien ça. Donc ça va pas être hyper sexy, mais c'est pas grave. France, 15, 27, 49, 49, 58. Luxembourg, 15, 26, 46, 46, 56. Où est notre Belgique? Où est le plat pays? La Suisse, 19, 37, 63, 63, 76. Ça monte assez rapidement. J'ai toujours pas trouvé la Belgique. Ah si, je l'ai entreaperçu, mais je l'ai perdu entre temps. Où êtes-vous passé, amis belges? Bon, vous serez peut-être... ouais, vous êtes ici, écoutez. 14, 25, 46, 46, 55. Voilà, et pour nous qui sommes au Japon, juste par curiosité, on est ici. 27, 45, 74, 74, 89. Oui, ça pique méchamment, ça aussi. Eh ben écoutez, on va pas faire non plus le tour de la planète entière. Je pense que vous aurez réussi à trouver à peu près votre lieu de résidence dans la liste qui se trouve ici. Donc on va passer à la suite. Parce que ma foi, c'est à peu près tout pour Cube Monster. Un des projets les plus intéressants selon moi en fait cette semaine, pour moi, hein, seulement pour moi, c'est plus intéressant à titre personnel que Elden Ring qui m'attire pas outre mesure. Je le placerai juste en deuxième derrière un autre jeu que j'ai pas encore mentionné bien évidemment aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, 460 contributeurs pour l'instant, 40 000 € d'engrangés, 25 jours avant la fin de la campagne. J'ai failli oublier le mot campagne. C'est l'heure du jeu à Xavier, si vous me permettez cette introduction très fête foraine, et très mauvais goût également, bien évidemment. Tank Clash, alors pourquoi je dis c'est l'heure du jeu de Xavier? Parce que Xavier aime les tanks, voilà. Si vous ne le saviez pas déjà, certains le savent déjà, parce que j'en ai parlé à plusieurs reprises, Xavier aime les tanks. Mais Xavier ne va pas baquer Tank Clash, il a déjà un ou deux jeux de tanks, je crois que ça lui suffit, et en plus ils sortent pas. Au-delà de ça, c'est pas un jeu qui brille par son attraction, sa force d'attraction sur Kickstarter pour l'instant. C'est financé ceci dit, avec 3740 € sur 3500 nécessaires, mais 90 contributeurs, c'est très léger pour un jeu qui nous vient de Singapour qui plus est, donc un jeu qui nous prolonge dans la Deuxième Guerre mondiale, en provenance d'un pays qui n'a pas connu la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas à ma connaissance. C'est un jeu pour 14 ans et plus, pour des parties de 60 minutes, et c'est un jeu de confrontation, donc en 1 contre 1, pour 2 joueurs. Il reste 26 jours avant la fin de la campagne, pas de version française à se mettre sous la dent pour l'instant. Pour le reste, c'est un jeu de confrontation relativement classique. On aura de la gestion de main, on aura des cartes d'attaque et des cartes de défense. On aura tout un tas de cartes de morale qui sont en fait des cartes de compétences un petit peu annexes. Donc un petit peu de gestion de main aussi à gérer. Et puis évidemment, comme à l'accoutumée dans ce genre de jeu de confrontation militaire, eh bien des tuiles, des plateaux de localisation sur lesquels vous allez chercher à progresser, à tirer parti des différents emplacements et de leur nature pour pouvoir attaquer ou mieux défendre votre camp face à votre adversaire. Voilà.
Ensuite, pour les niveaux de pledge, est-ce que éventuellement je les ai déjà passés? J'ai l'impression que non. Ah, c'est ici, ok. Donc 28$ pour la copie de base du jeu, 49 si vous prenez 2 copies, ok. Ensuite, ça c'est avec des stickers en plus, bon, c'est pas très intéressant. Ensuite, on a aussi un petit pledge mécanique, 7$ pour avoir du print and play, ok. Et puis un pledge Die Hard pour accompagner le tout de précédents jeux du même auteur, donc Ameba. Et ma foi, c'est à peu près tout. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire que ça, sauf qu'on a apparemment aussi des petites miniatures qu'on peut prendre en add-on également. Enfin, en tout cas, on peut prendre les STL files, donc enfin, c'est les fichiers que vous pourrez utiliser sur votre PC pour les transférer sur votre machine d'imprimante 3D pour imprimer vous-même vos propres miniatures. Ensuite, pour le shipping, US, MI, SG, alors Singapour et US, d'accord, MI, je sais pas ce que c'est. Et Rest of the World, donc certainement Europe, Japon et compagnie, ça va aller de 14$ jusqu'à 21$ de frais de port. Voilà. Mais sur un jeu qui a assez peu de contenu matériel, hein, vous l'avez vu, on a essentiellement quelques petites cartes, quelques petits tokens, quelques petits plateaux par-ci par-là. C'est pas un jeu qui brille par sa production, donc les frais de port sont un petit peu élevés à mon avis, pour le type de jeu dont il s'agit. Voilà pour Tank Clash qui va pas faire un boom sur Kickstarter vraisemblablement. On enchaîne avec un autre projet qui lui aussi n'a pas l'air dégueulasse, il s'agit de Axon Protocol. Pour l'instant, il passe plutôt inaperçu. C'est un petit projet qui nous vient d'Allemagne et de Stuttgart pour être plus précis. C'est un petit éditeur dont c'est le premier projet sur Kickstarter et qui se nomme Baroque Games, donc première fois que j'entends parler d'eux, et pour cause, hein, c'est leur premier projet bien évidemment. Axon Protocol, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, pour des parties d'environ 45 à 120 minutes, donc la fourchette est assez conséquente. J'imagine que ça dépend fortement du nombre de joueurs autour de la table, et c'est pour 16 ans et plus. Pas parce que c'est hyper complexe, mais parce que la thématique est relativement sombre, dira-t-on. On est plongé ici dans un univers cyberpunk, où on a un mécanisme assez intéressant qu'on avait déjà 2 fois aujourd'hui, enfin une fois plus une autre fois maintenant pour Axon Protocol, qui est en fait le placement d'ouvriers, mais avec des ouvriers qui sont communs à tous les joueurs. Donc on a un pool d'ouvriers commun à tous, que vous voyez ici avec tous les petits standees, qui seront en fait autant de personnages que vous pourrez aller contrôler, que vous pourrez hacker, puisqu'en fait on est dans un univers cyberpunk, et donc on peut prendre possession, entre guillemets, du cerveau de certains des personnages qui peuplent cette ville qui est en train de s'écrouler petit à petit, pour leur faire certaines choses, pour essayer de faire certaines actions pour en tirer des bénéfices bien évidemment, et pour aussi aller infliger à nos adversaires des actions qui seraient susceptibles de mettre des bâtons dans les roues. Donc en gros, on est sur un jeu compétitif dans lequel on aura des pools d'ouvriers communs, ça c'est relativement intéressant, et on aura à cœur, d'ici la fin de partie et l'effondrement total de la ville, eh bien de gagner un maximum de points comparativement aux autres joueurs autour de la table. Pour les pledges, on en a un à 54€ ou 54$, peu importe, pour le pledge de base que vous voyez ici. Ensuite, on a un pledge Corporation à 69€, donc il faut rajouter 15€ de plus pour avoir les Deluxe en acrylique plutôt qu'en carton. Donc petite upgrade, disons, de matériel, ainsi que les sleeves, donc les protège-cartes pour l'ensemble du matériel, j'imagine, ainsi qu'un artbook en PDF, bon, pas très intéressant, et puis des tokens deluxifiés. Ensuite, on a un pledge à 295, mais c'est plutôt là un pledge mécénat pour avoir aussi votre tronche sur l'un des personnages, mais c'est pas très intéressant en soi. Mais au demeurant, pour un projet qui actuellement est à près de 240 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne, c'est assez intéressant pour un truc qui passe, ceci dit, relativement inaperçu pour le moment en tout cas. Mais bon, 15 000€ en rangée pour l'instant, c'est donc financé à l'heure où je vous parle. On verra si ça dure jusqu'à la fin de la campagne ou s'ils préfèrent annuler parce que finalement ça rentrerait pas dans leurs frais, etc. Ça c'est une autre question, mais pour l'instant, en tout cas, c'est financé même s'il n'y a pas de version francophone, en tout cas pas pour le moment. Et vous voyez que même l'artwork, d'ailleurs la direction artistique, est pas vilaine non plus. Le matériel est certes pas sur de la surproduction comme on en voit de plus en plus sur Kickstarter, et c'est pas forcément quelque chose que je n'apprécie pas, c'est plutôt même l'inverse, mais pour le coup ça présente plutôt bien pour un jeu dont c'est le premier éditeur, donc enfin, pour un éditeur dont c'est le premier jeu plutôt, ça fait plus de sens. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez, je trouve ça plutôt charmant. Vous pouvez aussi le tester sur Tabletopia pour ceux qui seraient un petit peu curieux d'en savoir plus concernant Axon Protocol, avec ce mécanisme donc de placement d'ouvriers, avec un pool d'ouvriers commun à tous. Vous pouvez utiliser tous les ouvriers de la cité comme bon vous semble. Parfois vous pourrez aussi en tuer certains pour qu'ils ne soient plus accessibles aux autres joueurs autour de la table, etc. etc.
Ensuite, on va aller voir rapidement les frais de port pour les zones concernées en tout cas. Il y aura aussi des add-ons avec notamment un playmat en néoprène pour remplacer le plateau, j'ai l'impression. Mais bon, ça, on passe assez rapidement. Donc, les frais de port, ça se passe ici avec pour l'Union Européenne dans son ensemble, plus la Suisse également, 15 € de frais de port. Donc, c'est quand même relativement abordable également. Ensuite, pour le Canada, 20 € apparemment, à moins que ce ne soit pas le Canada, mais un État des États-Unis. Auquel cas, ouais, non, ça exclut Alaska et Hawaï, mais c'est censé quand même être tous les États-Unis, j'imagine. Allez savoir, pour l'instant c'est un peu trop flou pour moi. Ensuite, comme il n'y a que 2 lettres à général, c'est quand même un petit peu chiant pour trouver son propre pays, mais bon, vous me direz éventuellement si vous réussissez à vous trouver. Moi je sais que le Japon est ici pour 32 € de frais de port, ce qui est assez chéro. Par contre, pour la TVA aussi, soyez rassurés, la TVA est déjà incluse dans le New Pledge, vous le voyez ici. Donc vous n'aurez pas de TVA à ajouter dans un potentiel Pledge Manager. Donc voilà pour Axon Protocol, qui est ma foi pas vilain et qui est plutôt prometteur sur le papier. Je ne sais pas véritablement ce que ça peut valoir, mais en tout cas, la proposition de base est pas inintéressante. La direction artistique suit plutôt bien également. 240 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne. On verra bien si on réussit à dénicher une petite version francophone d'ici la fin de la campagne, même si, bon, j'en doute quand même pas mal. Voilà pour Axon Protocol. Petit détour du côté de chez GameFern pour tous les amateurs de whisky, dont je ne fais malheureusement pas partie, pour The Whiskey Game, un petit jeu pour 2 à 6 joueurs, 90 minutes la partie et évidemment 18 heures et plus parce que c'est un jeu sur l'alcool, sur le whisky plus précisément. C'est un jeu relativement éducatif en réalité, dans lequel vous allez jouer différentes cartes et vous avez laissé un emplacement, je crois que c'est les Royaumes-Unis en gros, pour les différents emplacements dans lesquels vous pourrez produire du whisky, etc. Et plein de cartes également, je ne sais pas très bien à quoi ça correspond, c'est vraiment pour les gros fans, les gros connaisseurs de whisky. Vous aurez tout l'ensemble du Royaume-Uni sur lequel vous pourrez jouer et interagir pour, j'imagine, produire ou collectionner, peut-être acheter du whisky. J'ai pas fouillé plus que ça. On voit aussi les petits tokens en forme de verre de whisky, c'est plutôt sympa. Mais bon, au-delà de ça, je sais vraiment pas comment ça se joue. Je sais juste par contre que c'est assez cher. Vous allez voir, on a le Brand Ambassador à 105 €. On a des pledges un petit peu moins chers quand même, heureusement, mais même les pledges basiques, vous le voyez, sont relativement chers malgré tout, puisque le Committee Member, le moins cher, est à 79 € contre 129 en boutique, si tant est qu'il atteigne les boutiques un jour. Pour le matériel que vous voyez là, c'est quand même un petit peu cher payé, à moins que vous ayez une petite boîte alternative qui vous fournit des petits échantillons de whisky, auquel cas, pourquoi peu, ça peut valoir éventuellement le coup. Et puis on a aussi des pledges, comment dirais-je, un petit peu mécénat pour 2000 €, avec une boîte notamment en bois un peu deluxifié là aussi, mais le tout reste quand même assez cher pour ce que ça peut sembler proposer en termes de matériel pur. Reste à savoir désormais si le jeu suit la route, et s'il tient la route plutôt d'ailleurs, et qu'il est suffisamment bon. Donc à voir, mais éventuellement tous les jeux ne sont-ils pas bons avec 3-4 verres de whisky dans le pif. Vous me direz ce que vous en pensez, et pour ce qui est des shipping, enfin du frais de port du coup, c'est ici que ça se passe. Ah attention, on aurait potentiellement une version francophone disponible, certainement en PDF uniquement, pas en version imprimée, mais c'est toujours bon à prendre malgré tout. Et du coup pour le shipping, j'arrive pas à trouver. Ce sera calculé du coup par la suite, donc pas pendant la campagne a priori, mais ça devrait osciller entre 20 et 50 € de frais de port, donc c'est du simple au double, voire même au double et demi, donc c'est quand même assez flou pour l'instant. Et pour l'instant c'est quand même assez peu suivi, on est actuellement à 70 backers pour 26 jours de campagne restant, et 8000 € d'engagés sur 20 000 nécessaires. Et du coup c'est tout pour les mentions honorables de la journée, on va maintenant pouvoir passer aux 2 gros projets de la semaine. Le gros projet de la semaine, c'est bien évidemment Elden Ring, la version jeu de plateau du jeu vidéo du même nom, du jeu vidéo éponyme qui est sorti, si je me souviens bien, cette année. Je crois que c'était un peu plus tôt dans l'année, ou peut-être courant du printemps dernier, je crois, mais je peux me tromper, le temps passe si vite. Elden Ring, c'était un jeu relativement complexe, un petit peu dans la lignée des Dark Souls, d'ailleurs je crois que c'était les mêmes auteurs, les mêmes créateurs que Dark Souls, un jeu avec une très belle esthétique, même si les graphismes pouvaient sembler légèrement datés pour ce qui est du jeu vidéo, et donc qui fait son apparition désormais avec 10 kg plastique dans tous les sens, comme vous pouvez le voir ici, dans une version jeu de plateau avec de la boîte à foison, puisque vous le voyez ici, on a déjà 1, 2, 3, 4, 5 boîtes et énormément de contenu. Pour l'instant, on est sur un beau succès, 8061 contributeurs à l'heure où je vous parle,
6 jours avant la fin de la campagne, une campagne très courte. On retrouvera cette campagne du coup dans le suivi du menu crowdfunding, mais en l'état, 2 300 000 €. Ils ont fait parler la poudre, et quand je dis il s'agit de Steamforged Games, qui s'est fait une réputation notamment en créant des versions jeux de plateau de jeux vidéo précédemment, donc y compris Resident Evil, Dark Souls par exemple, donc par les mêmes créateurs à l'origine, Horizon Zero Dawn également, Devil May Cry, on a aussi Monster Hunter World qui a fait un beau succès. Ils ont aussi quelques petites créations personnelles comme Bard Song, mais c'est généralement plutôt des dérivés de jeux vidéo, comme on en avait pu encore en avoir récemment avec... non, c'était pas... Non, je me suis trompé, c'était pas celui-ci. Quoi qu'il en soit, Steamforged, c'est un habitué des adaptations de jeux vidéo. Ce sont pas forcément les éditeurs avec la meilleure réputation, ceci dit, on a eu plusieurs critiques à leur égard. Je me souviens pas de tout, et c'est pas spécialement quelque chose qui m'intéresse outre mesure, même si ça pourrait être intéressant pour éventuellement faire un choix un peu plus éclairé quant à l'éventualité d'un bac ou non. Mais quoi qu'il en soit, Elden Ring, pour entrer un petit peu plus dans le sujet, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, donc jouable en solo comme en coopératif, pour 14 ans et plus, pour 120 minutes par session. Qui dit session, dit campagne, bien évidemment. On est sur un monde en open world, donc un monde ouvert, où vous êtes un petit peu libre de faire ce que vous voulez, mais avec aussi du dungeon crawling, bien évidemment, tout ça un petit peu hybride, disons, avec apparemment une installation et un rangement relativement rapide, des combats qui se règlent apparemment au dé, ce qui n'est pas forcément quelque chose qui plaît à tout le monde, mais bon. Ensuite, des personnages qui vont être hautement customisables, donc hautement modifiables et personnalisables, si je puis dire. Ensuite, un mécanisme de combat avec des, des positions de combat, quoi, en gros, qui sont adaptables et qui sont, un petit peu comme dans les jeux d'ailleurs de Dark Souls, etc. Vous devrez vous adapter à votre ennemi en prenant différentes postures, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, pour mieux vous en sortir face à tel ou tel monstre. Comme je disais tout à l'heure, en solo ou en coop, ça je l'ai déjà dit, et plus de 90 heures de campagne, qui plus est rejouable, on n'est pas sur un legacy, et vous le voyez avec quelques petits extraits ici de figurines qui sont quand même très détaillés, plutôt très joliment réalisés. Ensuite, sachez que vous aurez a priori, si je me souviens bien, une version francophone, mais c'est à confirmer. On verra de toute façon dans la campagne si c'est le cas ou non. Vous aurez de toute façon au début d'intervention le petit drapeau qui tourne si jamais c'est le cas. Vous pourrez aussi bénéficier d'une petite miniature que vous voyez ici pour la campagne qui sera gratuite durant la campagne, mais qui ne sera certainement pas gratuite suite à la campagne. C'est même une exclusivité Kickstarter apparemment. On aura aussi des extensions qui elles aussi seront exclusives à Kickstarter et que vous ne retrouverez certainement pas dans le commerce, à moins que votre crémier du coin est backé aussi en pledge retail, auquel cas oui, mais ce sera très limité. Ensuite, on va directement entrer dans le vif du sujet avec le pledge de base, le entry pledge à 89 $, donc oui, c'est déjà relativement cher, mais vous l'avez vu, il y a quand même beaucoup de plastique, il y a quand même pas mal de matériel, même si c'est le jeu de base. Avec donc pas mal de tuiles pour aller faire notre exploration de ce grand monde ouvert. Vous voyez aussi que, comme beaucoup de jeux ces derniers temps, y compris du Ryan Locat ou encore Gloomhaven, etc., on a un livre qui est également le plateau de jeu pour certaines batailles notamment. Ensuite, ici on nous dit que dans le jeu de base, on a donc une campagne de plus de 20 heures rejouables. Donc attention, tout à l'heure ce que j'ai mentionné à propos des 90 heures, ça contient l'ensemble de la campagne sur toutes les extensions qui sont incluses dans cette campagne. Mais si vous prenez le jeu de base, c'est 20 heures de campagne rejouable avec 20 miniatures, plus de 500 cartes, 45 tuiles hexagonales modulables pour aller explorer le monde qui vous entoure, qui sera différent à chacune des parties que vous ferez bien évidemment, plus de 100 tokens également, etc., etc. Vous aurez ici les Tarnished, donc les différents héros que vous pourrez incarner, avec ici des belles miniatures plutôt classe ma foi. Ici la Prophet par exemple, là c'était le Hero, Prophet, Astrologer et puis Bandit. On imagine bien évidemment que chacun aura ses propres spécificités, donc des personnages un petit peu asymétriques bien évidemment, avec ses propres cartes d'initiative, ses propres cartes de quête, etc., etc. On a ensuite des figurines d'ennemis, comme ici les Misbegotten par exemple, ou encore les Rotten Strays. Ensuite on a les ennemis plutôt experts, plus méchants, plus coriaces, avec les Winged Misbegotten qui sont les mêmes mais avec des ailes, et puis les Scaly Misbegotten, les Leonine Misbegotten, etc., etc. On a les composants avec les tuiles hexagonales pour composer l'univers qui sera le nôtre, dans lequel nous allons évoluer, les 200 cartes d'attaque, les 20 cartes d'ennemis, les 30 cartes de boss, etc. Donc tout un tas de cartes pour tout ce qui est gestion de personnages et puis également de la gestion de main pour les actions à aller
accomplir. On va aussi aller chercher des pledges supplémentaires, vous allez le voir assez rapidement, ça va monter avec le core pledge que vous voyez ici à 180 $, ça monte déjà un cran. Pour avoir encore plus de miniatures, encore plus de campagnes, vous voyez la campagne qui a doublé de contenu, puisqu'on est à 40 heures de campagne maintenant, 54 miniatures, plus de 1200 cartes, donc on a beaucoup de cartes supplémentaires. On a des héros supplémentaires ici, le Vagabond par exemple, le Samouraï, etc. etc. On va avoir d'autres extensions par la suite avec donc encore plus de pledges. Et vous voyez que les miniatures sont de plus en plus grandes et de plus en plus jolies également. Enfin jolies, c'est un bien grand mot, vous aurez compris ce que je voulais dire par là. Ensuite, je vais aller trouver les dernières extensions. Alors voilà, on arrive au All-in Pledge et là, bon, oui, vous l'avez vu, vous l'avez constaté par vous-même, on est plus ou moins sur un All-in qui équivaut plus ou moins au, au PIB du Tadjikistan, hein, en fait, hein, plus ou moins, 430 $, le All-in. Donc oui, ça pique assez méchamment. Mais par contre, vous le voyez, il y a du matos. Hein. C'est en fait l'image qu'on a vue en tout début de campagne avec la totalité de ce qui est présent. Les livres de campagne, vous en voyez, il y en a bien une dizaine. Il y a les 5 boîtes, il y a toutes les miniatures. Donc plus de 100 miniatures au total, 2500 cartes, c'est quand même assez fou. Et plus de 90 heures de campagne rejouable. Mais, qui fera déjà les 90 heures de campagne et qui viendra y rejouer par la suite, c'est encore une autre affaire. Mais bon, en tout cas, ça fait des gros chiffres, ça donne envie forcément. Ensuite, l'extension, on vous présente un peu chacune des extensions avec la Stormveil Castle, ici par exemple, avec encore plus de nouveaux personnages, le Confessor, le Prisoner, le Vagabond encore, on l'a déjà vu, le Samouraï, bon on les a déjà vus pour certains aussi. Bref, sans rentrer plus dans les détails sur les gros monstres qui eux aussi sont plutôt très classe, ici le Godriff the Grafted par exemple, très classe, avec une miniature quand même de 12 cm apparemment. Ah non, c'est la base qui fait 12 cm de base, donc c'est quand même assez conséquent. Les composants ensuite pour l'extension avec bien sûr toutes les cartes supplémentaires, bref on aura des matériels à foison et encore plus de petits fascicules de campagne bien évidemment, les tokens qui vont avec, etc. Donc beaucoup d'extensions, y compris certaines qui seront en plus de ça exclusives à la campagne Kickstarter, raison de plus de s'y intéresser, mais attention le all-in coûte quand même très cher. Alors, ma foi, il n'y a pas grand chose de plus à dire, il y aura aussi des Daily Unlocks, mais ça c'est plutôt pour le suivi du menu crowdfunding du mercredi, donc dès mercredi prochain de toute façon on en parlera, parce que la campagne est relativement courte, je l'ai dit tout à l'heure, et du coup on va pouvoir directement s'orienter tranquillement vers les frais de port, alors que je ne vois aucun drapeau pour la langue française, donc j'ai certainement dit une connerie tout à l'heure, auquel cas on vérifiera par acquis de conscience sur la FAQ pour en avoir le connaître, mais peut-être qu'en fait il n'y aura tout simplement pas de version francophone, en tout cas pas pour l'instant. Ici vous avez un petit aperçu du Battle Stance System avec les différentes postures que vous pourrez mettre en œuvre pour faire face à certains monstres qui seront plus adaptés à certaines postures qu'à d'autres. Ensuite le deck building, hein, l'aspect d'enrichissement de votre personnage bien évidemment, hein, puisque comme dans le jeu vidéo, vous aurez à cœur de améliorer votre personnage, son équipement, ses capacités, etc. pour mieux pouvoir terrasser vos ennemis, et donc il y aura tout un aspect de construction de personnage bien évidemment dans cette campagne au long cours. J'ai dit campagne, c'est campagne, vous aurez compris. Ensuite, on continue avec le shipping. Alors pour ce qui est du Canada, 39 livres jusqu'à 75 pour le all-in, en livres qui plus est, donc ça va coûter un bras. Pour la Belgique ou encore le Luxembourg, 24,40. Pour la France, 29,45. C'est un petit peu plus cher que pour la Belgique pour le coup. Pour les autres pays de la zone francophone, qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre? Le Liechtenstein par exemple, ou encore la Suisse ou Monaco par exemple, ça peut aller de 40 à 70 livres de frais de port, ça pique assez méchamment aussi. Et juste par curiosité pour nous, que nous sommes au Japon, 55 à 110 livres de frais de port pour le pledge qui déjà coûte 430 livres si je me souviens bien. C'est quand même très cher, il y a du kilo plastique dans tous les sens, à 90 heures de campagne, plus de 1500 cartes, etc. Bref, il y a du matos, mais est-ce que c'est bien nécessaire d'avoir autant de matos? Vous me direz ce que vous en pensez, et en même temps, si on n'est pas trop calé sur le all-in, autant potentiellement attendre la sortie en boutique qui arrivera certainement un jour à l'autre, mais est-ce que ce sera en français d'ici là? Il n'y a aucune garantie, mais en tout cas je confirme, j'ai pas vu de drapeau français, a priori il n'y a pas de version française durant cette campagne. On va quand même aller checker la petite FAQ pour voir si on a éventuellement quelques opportunités concernant des versions autres que l'anglais. C'est apparemment ici. Donc apparemment c'est uniquement pour l'anglais. On aura certainement des versions francophones ou germanophones par la suite, mais pour l'instant aucune garantie.
Voilà pour Elden Ring, je crois que pour le coup j'ai été relativement rapide parce qu'il n'y a pas grand chose en réalité à dire. C'est un grand jeu de campagne en monde ouvert avec un aspect de dungeon crawler bien évidemment, avec de la construction de personnages, du deck building, des capacités à les débloquer, de l'enrichissement de personnages, etc., etc. Mais au final c'est relativement classique, même si on nous laisse penser qu'il y a certains mécanismes assez originaux, notamment au niveau de la posture de combat face à certains monstres, etc. Mais ça reste foncièrement un jeu de dungeon crawler, lane crawler en monde ouvert. Donc finalement, est-ce que c'est si original que ça, au-delà de la licence de Elden Ring? À vous de me le dire, pour l'instant je ne suis pas suffisamment calé ni dans le jeu de vidéo d'origine, ni dans la qualité de l'adaptation que peut proposer ici Streamforge Games. Steam ou Stream, j'ai oublié, quoi qu'il en soit. On va aller checker quand même parce que sinon je vais pas réussir à dormir. Steamforge Games, c'est bien ça. Donc voilà pour Elden Ring, la version jeu de plateau. Vous me direz ce que vous en pensez. Ceci dit, je note que pour un jeu qui pour l'instant est quand même à 2 300 000, donc c'est assez incroyable, fait quand même moins de packers que ce que j'aurais pu penser. Je pensais qu'à la fin de la première semaine, on serait déjà à plus de 15 000, et finalement peut-être que le prix en a rebuté certains. Si vous en faites partie, dites-le moi. Si vous ne faites pas partie de ceux qui ont été rebutés mais qui ont backé, et d'ailleurs certainement dans la zone francophone vous êtes relativement nombreux, j'imagine 250 ne serait-ce qu'en France quand même, donc c'est assez conséquent, 90 au Japon, mais c'est un jeu d'origine japonaise à la base donc ça peut se comprendre. Voilà pour Elden Ring, et du coup je peux passer directement au dernier projet de la semaine qui sera Pest, un projet qui nous vient de Macédonie. Macédonie, il n'y a pas beaucoup des éditeurs qui viennent de là-bas, et vous le connaissez peut-être, c'est un peu le seul de Macédonie que je connais, il s'agit de Arcona Games. Pour les amateurs de Kickstarter, c'est peut-être un nom qui vous rappelle quelque chose, puisque c'est l'éditeur en fait qui était derrière Small Samurai Empires, qui avait fait un beau résultat lors de sa dernière campagne pour une réimpression plus extension avec 2000 backers à l'époque. C'est également eux qui étaient derrière Small Railroad Empires avec ici 1000 contributeurs, mais plutôt avec 1500 voire même 1700 pour Magna Roma également. Donc on est sur une compagnie dans un tout petit pays mais qui réussit à faire quand même des résultats relativement conséquents, avec souvent des miniatures assez classe également. Ce sera le cas d'ailleurs pour Pest, on y revient. 80 000 € d'engrangés pour l'instant, le jeu est donc largement financé, on est actuellement à 1425 contributeurs des estimants à 21 jours de la fin de la semaine. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'avoue que les masques de médecins de Pest, j'ai toujours trouvé ça hyper classe, alors que il n'y a pas de raison de trouver ça classe, mais je sais pas, l'aspect un petit peu corbeau, un petit peu oiseau de mauvais augure, j'ai toujours trouvé ça assez classe, et c'est vrai qu'en plus il y avait un groupe japonais quand j'étais étudiant ici, il y a déjà 15 ans, dont le bassiste portait un masque en permanence, et je trouvais ça très très classe à l'époque, et je crois que ça m'est resté un petit peu entre temps. Voilà pour cette petite tranche de vie, petit souvenir du Japon quand j'étais étudiant. Alors pour ce qui est de Pest, on est sur un jeu qui vient mêler différents mécanismes et qui est relativement intéressant. Je vais en parler un peu plus tard, mais d'abord passons un petit instant sur les statistiques habituelles, à savoir le nombre de joueurs. On est sur un jeu de 2 à 5 joueurs, mais qui s'est, enrichi d'un mode solo, donc désormais c'est pour 1 à 5 joueurs, pour 60 à 150 minutes de la partie. Donc pour un jeu donc, en 1 heure à 2 heures et demie, ça dépend j'imagine du nombre de joueurs autour de la table, mais en gros disons 1 heure et demie. Et pour 13 ans et plus, c'est un âge assez peu vu, généralement c'est plutôt 14 ans et plus ou 12 ans et plus, là ils ont décidé de couper la poire en deux, mais bon, peu importe. Et vous le voyez par contre, ça c'est peut-être un petit malus, alors certes ça présente très bien, ça a une belle présence sur la table, mais je trouve que ce plateau est un petit peu trop grand pour son propre bien. Alors peut-être qu'effectivement, vu le nombre de tokens et de petites miniatures, de petits meeples qu'on verra sur le plateau, effectivement si on avait rétréci un petit peu, peut-être qu'il aurait fait un petit peu surchargé, mais le plateau est quand même assez costaud, vous allez voir un peu plus bas, pour une table de base, disons, c'est assez conséquent. Ensuite, donc je le disais tout à l'heure, un jeu qui vient mêler différents mécanismes de manière relativement intelligente et intéressante. C'est un jeu compétitif, je ne l'avais pas encore dit jusqu'à présent, mais avec un système de sélection d'action assez intéressant. On le verra plus en détail tout à l'heure, mais vous le voyez ici d'ores et déjà, on a une petite grille sur notre plateau personnel, en 3x3, avec ici une action, une action, une action, une action, une action, une action, et vous allez poser vos meeples, vos workers, parce qu'on a aussi du placement d'ouvriers, sur cette grille pour pouvoir accomplir les deux actions qui se trouvent au croisement du meeple que vous aurez posé. Donc par exemple ici au centre, vous aurez accès à l'action qui se trouve ici et à celle qui se trouve ici. Donc c'est du placement d'ouvriers avec de la sélection d'actions assez atypique, assez intéressante.
vous aurez toujours 2 actions potentielles à faire en même temps, mais il faudra bien évidemment essayer de timer au mieux les actions pour que ce soit le plus efficace possible, bien évidemment. On aura aussi de la gestion de ressources et puis également de la création de moteurs, du engine building comme on dit en anglais. Pour ce qui est du thème, on est dans un empire fictif, mais inspiré par l'Europe du... Bah tiens, c'était quel siècle d'ailleurs? Mes connaissances historiques concernant la peste. J'ai envie de dire 14e ou 15e siècle, mais je suis un petit peu paumé. Quoi qu'il en soit, inspiré par l'histoire européenne, avec donc une grosse pandémie de peste qui a ravagé la population européenne, qui à l'époque a diminué de moitié quand même. Et donc on est un petit peu dans un univers un peu similaire, la peste frappe la population locale, et il va falloir essayer de soigner un maximum de personnes, utilisant les personnes qui sont guéries pour les faire travailler et pour essayer de trouver de meilleures issues à cette situation terrible. Du coup vous aurez à cœur de faire le maximum pour sauver votre nation, et celui qui aura participé le plus au sauvetage de votre pays en fait, eh bien l'emportera. Donc chacun va essayer de faire de son mieux pour sauver un maximum de personnes, les mettre le plus efficacement au travail pour qu'elles puissent accomplir les actions suffisantes pour découvrir des remèdes, aller soigner encore plus de personnes, aller faire son engine building, donc sa construction de moteur, etc. Bref, toutes les actions ont un aspect thématique assez conséquent, mais j'ai oublié le détail de chacune d'entre elles, donc je passerai assez rapidement. Vous le voyez ici aussi, on a quelques petites miniatures, dont une qui est en fait la capitale de la nation, qui est relativement classe, et qui sera en plus de ça gratuite durant la campagne au lieu d'un prix à 35$. J'avoue que j'y crois pas des masses, mais bon, quoi qu'il en soit, la miniature de la capitale sera gratuite durant la campagne, et ça c'est exclusif à Kickstarter. Ensuite, vous aurez des petites miniatures pour chacun des joueurs autour de la table, donc chacun incarnant un médecin de peste, avec une miniature un petit peu différente, bien évidemment. Je sais pas pour autant si les personnages seront, j'ai perdu le mot alors que c'est pourtant un truc que je dis plusieurs fois par semaine, asymétrique, voilà c'est revenu. Je ne sais pas s'il y a un peu d'asymétrie dans le tas ou pas, j'ai pas l'impression sur le peu qu'on peut en voir ici, mais c'est à confirmer, on verra peut-être ça un peu plus bas. J'ai oublié, après avoir checké pourtant il y a 2-3 jours, la campagne. Quoi qu'il en soit, on aura donc 5 miniatures de docteurs que vous voyez ici, le gros plateau, très gros plateau, dommage qu'il n'y ait pas la taille ici, pour vous le montrer de manière un peu plus précise, les 5 plateaux de joueurs, avec là encore donc les différentes actions que vous pourrez sélectionner, on voit un peu plus en détail par exemple, mais je ne sais pas pour l'instant, parce qu'on ne voit pas les autres plateaux en dessous, s'il y a de la symétrie. Les cartes de décret qui sont autant d'événements qui pourront impacter la partie et qui donc aussi viennent renforcer un petit peu la rejouabilité, parce que vous n'aurez jamais forcément les 5 ou 6 mêmes cartes qui viendront à chaque partie, puisqu'en fait il y en a 15 mais ce ne seront jamais les mêmes, il y en aura je crois 3, 4 uniquement par partie. Ensuite, tout un tas de meeples pour les bâtiments que vous pourrez construire. Vous pourrez construire des ateliers, vous pourrez construire des usines, vous pourrez construire une sorte de trésorerie, un château et des districts, etc. dans tous les sens pour pouvoir accéder à de nouvelles compétences ou des bonus de compétences préexistantes. Ensuite, des cartes de peste, là encore, ce sera pour aller déterminer l'endroit où la peste va frapper à tel ou tel tour par exemple, donc il faudra toujours un petit peu rester sur ses gardes et s'adapter à la nouvelle situation de tour en tour. Les aides de jeu, les assistants, donc on aura 20 meeples d'assistants, alors certes c'est beaucoup moins classe que les petites miniatures qu'on a vues tout à l'heure, mais bon, ce ne sont que vos assistants. Les cartes de technologie, puisque oui, on pourra débloquer de nouvelles technologies, comme par exemple des seringues ou des masques protégeant de la peste, théoriquement, alors que c'était pas tellement efficace, semble-t-il. Ensuite, les cartes de la capitale, avec encore une fois 5 cartes différentes, qui j'imagine seront différentes à chaque partie peut-être, mais là-dessus j'ai un petit peu oublié. Les meeples de population en vert, pour bien stipuler qu'ils sont bien malades, en vrai sur de la peste bubonique bien dégueulasse. Ensuite, on a aussi les tokens de ressources ici en carton ou en bois. Par contre, je ne sais pas très bien. C'est pas présenté, c'est pas écrit wooden ou c'est pas écrit cardboard, donc je ne saurais pas trop vous le dire. Mais par défaut, j'aurais envie de dire quand même carton, sauf que c'est un peu plus épais que d'habitude. Et en plus, comment dirais-je, tiens, j'ai perdu le mot, mais bref, la circonférence du token est de la même couleur, donc ça laisse penser que c'est du bois, mais au final, je sais pas. Ensuite, les marqueurs dans tous les sens, ça on passe relativement rapidement. Ensuite, le petit Capital City Pack qui est donc gratuit comme on dit tout à l'heure, au lieu de 35€ pour les 5 bâtiments qui sont ici en meeple mais qui sont ici en miniature et que vous pourrez aller apposer sur votre capitale. Et puis également les petits drapeaux de joueurs pour aller les ajouter dans certains emplacements qui seront directement dans la miniature. Je crois ici on en voit un peut-être pour aller stipuler quel joueur est le plus prestigieux, j'imagine, dans telle ou telle zone de la cité peut-être.
Pour ce qui est du gameplay, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais on aura donc la phase de Pest and Aid, donc la phase où la peste va se déclarer dans telle ou telle zone, et celle où on va envoyer des troupes, on va dire, des soignants, pour essayer de sauver un maximum de personnes. Ensuite, la phase d'action où l'on va choisir donc les différents emplacements pour faire toujours 2 actions à son tour, au croisement du meeple que l'on met. Ensuite, on aura donc ces différentes actions sur la grille, c'est les 6 actions que vous voyez ici sur la grille. On aura donc l'action de déplacement, l'action de soin, l'action d'aller assigner des nouveaux malades soignés à certaines autres actions, ensuite l'action de production, l'action de construction et l'action de recherche de technologie. Et puis en fin de partie, eh bien, celui qui aura fait son maximum et fait mieux que les autres joueurs pour sauver la nation de cette terrible situation, eh bien l'emportera au final. Donc on n'est pas sur un jeu de coopération, mais il y a ce petit aspect où chacun va faire son maximum pour sauver le plus de monde possible et finalement l'emporter. Donc on œuvre tous dans le même sens, mais sans pour autant céder les uns les autres. Ensuite, on nous parle d'une grosse rejouabilité, puisque apparemment ce sont donc 3 des 15 cartes de décret qui sortiront à chaque partie, et jamais forcément les mêmes, donc on aura une grosse rejouabilité. Ensuite, la Capital City, mais là il n'y a rien de particulier, mais j'ai l'impression qu'effectivement chaque partie, on aura une carte différente, donc peut-être des spécificités différentes, des prérequis différents peut-être, et les cartes de technologie que l'on voit ici, mais là bon, on s'en fout un petit peu. Vous pouvez télécharger le livret de règles ici en PDF, mais uniquement en anglais pour l'instant, puisqu'il n'y a malheureusement pour l'instant, en tout cas, pas de version francophone. C'est un jeu qui fait partie de MOB Vanguard, l'agence de licence pour laquelle je travaille, je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises. Donc on est actuellement en train de chercher un éditeur français intéressé. On verra bien si d'ici la fin de la campagne on trouve ou pas. Vous pouvez aussi tester le jeu sur Tabletopia pour vous faire une idée éventuellement. Vous avez déjà un petit aperçu ici de ce que ça peut prendre comme place sur la table. C'est quand même assez mastoc, il faut bien l'avouer. Pas de stretch goals également, ça c'est plutôt agréable, en tout cas moi j'apprécie les campagnes qui font pas de stretch goals, mais c'est vrai qu'il y a aussi un contre-coup, c'est qu'il faut garder un intérêt permanent à la campagne, puisque effectivement les stretch goals c'est un des trucs qui pousse les gens à aller backer pour aller atteindre un palier supplémentaire et débloquer encore de nouvelles choses. Là pour le coup c'est pas le cas, vous avez plus ou moins tout qui est déjà présenté, même s'il y aura des petites surprises durant la campagne, ils l'ont déjà annoncé. Ensuite, on va passer maintenant au niveau de pledge. Le niveau de pledge de base est ici à 79$ contre apparemment 114 en boutique, donc c'est quand même une assez grosse réduction par rapport au prix du MSRP théorique. Je suis pas persuadé qu'on le trouve en boutique véritablement à ce prix-là, ça me semblerait un petit peu cher. Mais bon, 79$, c'est relativement classique pour un jeu de ce genre-là. Avec ensuite le frais de shipping, donc on est avec 3 niveaux de shipping, donc c'est relativement simple à comprendre. Pour l'Europe, on est sur du 20$ de frais de port. Pour le Canada, c'est 28. Par contre, l'Union Européenne, ça comprend pas la Suisse, donc j'ai l'impression que la Suisse, par exemple, devrait se trouver ici dans le reste du monde, donc à 37$ en compagnie, malheureusement, du Japon. Donc c'est un petit peu cher pour nous, au Japon, 37$ de frais de port. Qui plus est, la TVA sera ajoutée durant le Pledge Manager, donc ça ferait un petit bifton de plus à sortir. Donc en gros, puisqu'on a un seul niveau de pledge, là aussi, truc que j'apprécie plutôt pas mal pour ma part, vous me direz ce que vous en pensez, moi j'aime bien n'avoir qu'un seul niveau de pledge. 79 plus 20, donc ça fait 99, plus du coup les frais les TVA en gros, donc ça fera certainement du 110 au total pour Pest. Donc c'est quand même un petit peu cher, c'est une somme, mais c'est pas plus déconnant que bien d'autres jeux. D'ailleurs, on voit ici un autre jeu de MOB Vanguard aussi, qui est Inaros Fallen, dont on parlera dans quelques mois, j'imagine. Ensuite, je crois que c'est à peu près tout. Vous avez ici un petit aperçu des figurines pré-peintes qui sont quand même très très classe. Enfin, moi, j'ai un petit biais cognitif avec ces docteurs de peste, que voulez-vous. Et ma foi, c'est à peu près tout, je pense, cette fois-ci, pour ce qui est de Pest, qui pourrait presque être mon coup de cœur de la semaine, mais ce serait uniquement en se basant sur la thématique qui me semble vraiment très classe, l'univers très très sombre qui est dépeint ici, et que j'apprécie particulièrement. Mais après, pour ce qui est des mécanismes et du gameplay, je suis très curieux de le tester, c'est un jeu que je pourrais me voir backer, je sais pas encore, on verra bien, mais pour l'instant je le placerai quand même pas à un niveau de coup de cœur, même si c'en est pas très loin. On va dire un semi-coup de cœur cette semaine pour Pest. 1425 contributeurs pour l'instant, 21 jours avant la fin de la campagne, 80 000 € d'engrangés pour l'instant. Vous me direz ce que vous en pensez pour Pest, êtes-vous intéressé par une éventuelle version francophone du jeu? Pour l'instant, en France, vous êtes actuellement 33 backers, en Belgique 30 également, mais tous ne sont pas forcément francophones. Et pour ce qui est du Canada, 66, mais là, on a encore moins de probabilité d'avoir des francophones là-dedans. Mais bon, il y en a forcément quelques-uns quand même dans le tas.
Voilà pour Pest, et voilà aussi pour le menu crowdfunding de la semaine. C'est terminé, on a traité l'ensemble des sujets que je voulais traiter aujourd'hui. Je pense qu'on doit être à peu près à 1h, 1h15, 1h20 d'enregistrement. Avec le montage, ça devrait faire certainement 1h10. On va progressivement décroître jusqu'à la fin de l'année, et c'est pas plus mal, ça me permet de m'occuper un petit peu plus du petit et de sa maman, bien évidemment. Sur ce, eh bien écoutez, je vous souhaite de passer une bonne fin de week-end, jouez bien, portez-vous bien, et à la prochaine.